En attendant de sortir la première vidéo de l'année, je ne résiste pas à l'envie de vous partager mes réflexions que j'ai eues pendant tout cet été sur la stratégie de nos adversaires et celle que l'on pourrait suivre. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une offensive sans précédent menée actuellement par Macron et ses chiens de garde médiatiques pour discréditer le discours écolo. L'écologie triste et rabat-joie qui interdit les sapins de Noël et le passage du Tour de France. L'écologie punitive et dogmatique de la Convention citoyenne qu'on est allé jusqu'à appeler de Khmer vert. Enfin, c'est quand même un génocide, hein, les Khmer rouges, ils ont fait un génocide. La Convention citoyenne, c'est 150 personnes tirées au sort qui se sont dit que peut-être il fallait mettre du bio dans les cantines. Voilà. On sent le niveau de tension qu'il y a dans le débat. Macron identifie les écolos comme un de ses principaux adversaires politiques, qui peut lui prendre beaucoup d'électeurs, le déstabiliser. C'était pas du tout ce qu'il avait en tête à l'origine. Il voulait 1. Siphonner la droite. Check. 2. Faire monter l'extrême droite. Check. Pour avoir petit 3, un second tour des élections présidentielles de 2022 avec d'un côté LREM et de l'autre l'extrême droite pour pouvoir dire « Faites un front républicain, ne laissez pas passer l'extrême droite à tout prix, tout le monde derrière Macron !» Voilà. Bon, relou. Mais là, paf, il y a des gens qui se rendent compte que les étés sont toujours plus chauds, que la banquise elle est complètement fondue, qu'il y a des incendies à n'en plus finir aux quatre coins de la planète, et même que les promesses de croissance infinie et effrénée ne nous comblent pas de bonheur alors que c'était le deal à l'origine. Notre Macron a beau s'auto-proclamer champion de la Terre, ça ne prend pas. Alors, il attaque. La manœuvre consiste à décrédibiliser le discours. Et pour bien comprendre comment ça marche, j'avais publié sur Instagram un petit article du Canard enchaîné qui reprenait les 3 arguments utilisés en boucle depuis 2 siècles pour dézinguer toute avancée sociale et politique. D'ailleurs, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de Partager c'est sympa, nos réflexions et nos coups de gueule, c'est sur Insta que ça se passe. Les 3 arguments sont les suivants. De 1, l'effet pervers. Vous tentez de modifier l'ordre existant, mais malheureux, vous allez obtenir l'exact inverse de ce que vous visiez. Réformer la démocratie fera le lit de la tyrannie, interdisez les avions publicitaires au-dessus des plages et vous vous retrouverez sous des milliers de tracts extrêmement polluants. C'est contre-productif. Ce à quoi on pourrait répondre que le système capitaliste globalisé est le pire effet pervers du monde puisque pour fonctionner au mieux de sa forme, il détruit les conditions de la fucking vie sur Terre. Est-ce que c'est assez pervers comme effet? Second argument, l'inanité, autrement dit l'inefficacité. Vous pourrez faire quoi que ce soit, de toute façon ça ne changera rien. Vous voulez intensifier la lutte contre le dérèglement climatique alors que la France n'est responsable que de 3% des émissions de CO2? Attendez que la Chine et les États-Unis s'y mettent, à ce moment-là on en reparlera. Ce à quoi on pourrait répondre que ce genre d'argument reconnaît qu'il y a un problème. Oui, bravo! Et que si ce qu'on souhaite faire n'a aucun effet, pourquoi nous empêcher de le faire? C'est inefficace de nous empêcher d'être inefficaces. Et si c'est inefficace, mais qu'on a le même objectif, eh ben allez-y, trouvez mieux à faire. Parce que ce qui est très clair, c'est que ne rien faire, ça, c'est inefficace. Dernier argument, la mise en péril. Votre réforme met en péril de merveilleux acquis obtenus de haute lutte, par vos alliés d'ailleurs. Et si on encadrait le tourisme de masse et qu'on réduisait au maximum ses nuisances? Grand Dieu, mais les congés payés sont un acquis démocratique, ce que vous proposez est liberticide. Ce à quoi on pourrait répondre que de poursuivre avec le statu quo met en péril les fucking conditions de la vie sur Terre, encore une fois. Est-ce que c'est assez comme mise en péril? En résumé, nous dit le Canard, continuons comme avant, mais mieux qu'avant. Grâce à ce nouvel argument type, on ne combattra le réchauffement climatique et toutes les autres nuisances que par l'innovation. L'innovation, innovation. Autrement dit, le progrès technique. Et qui viendra du coup de qui? De ceux-là même qui ont créé le problème, c'est beau. Bon, avant de remettre notre avenir entre les mains du progrès technique que les pyromanes du climat vont sortir de leur chapeau, je pense que c'est important de faire le tour de la part des responsabilités de chacun dans cette histoire. Tu vois, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est eux, quoi, faut voir. Parce qu'on nous demande actuellement de reconsommer, relancer la croissance, car c'est la garantie de l'emploi. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, quand l'économie se portait bien, la surconsommation, c'était ça, le grand adversaire. Ah bah oui, c'était pas les capitalistes qui produisent, non, c'était vraiment vous qui surconsommez de manière déraisonnée. Alors calmez-vous un peu. Et si on reprend ce discours à notre charge, ça nous pousse vers un militantisme des petits gestes dans lequel on s'extrait soi-même et à grands frais du système globalisé de consommation. Et puis on est là à se flageller en se disant « Oh mon Dieu, j'ai mangé une glace Terra Délice, elle était dans un congélateur qui utilisait de l'électricité, je suis un méchant !» Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, toutes les personnes qui le font, moi compris, on sait très bien que ça restera de toute façon un comportement marginal, que la masse continuera de consommer de la manière dont on l'encourage.
Et si je vous disais qu'en réalité, les surconsommateurs sont simplement une invention des surproducteurs? C'est ce que développe Désobéissance Écolo Paris dans leur dernier bouquin Écologie sans transition. Mais oui, les industriels et les multinationales ont inventé ce mot de surconsommateur de manière à vous détourner de la stricte vérité qui est qu'ils s'organisent de manière systématique et tentaculaire pour surproduire. Surproduire pour conquérir des nouveaux marchés, pour défoncer la concurrence en maintenant des prix très bas le plus longtemps possible et la nécessité d'écouler cette surproduction. Alors là, tout est permis. Si la demande ne suit pas la surproduction, il faut la créer, cette demande, avec des biais de publicité, de marketing, en vous matraquant le cerveau à longueur de journée et en utilisant au maximum les sciences cognitives pour vous manipuler vers un achat compulsif. Il ne vous laisse aucune chance. C'est précisément ce que fait la trop bien connue multinationale Amazon. Après avoir tué la concurrence en fraudant le fisc et en vendant à perte totalement le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur le marché, elle fait fabriquer un maximum de produits sans même se soucier de la demande et pousse tout le monde à commander au maximum. Et elle s'en fout si tout se vend pas. 3 millions de produits neufs ont été détruits par Amazon en 2018 et 30% des colis renvoyés par les gens sont passés à la broyeuse parce que ça leur coûterait trop d'argent de les réempacter et de les revendre. Mais au global, c'est tout bénef, donc c'est OK. Page 33. Dans l'événement Anthropocène, les chercheurs Frezos et Bonneuil montrent que la société de consommation et l'American Way of Life ont entièrement été produits par des dispositifs matériels et institutionnels au tournant du 19e et 20e siècle. Afin d'écouler les surplus de marchandises des usines tayloriennes, on voit fleurir des marques sur les produits, qui acquièrent ainsi une dimension publicitaire. La publicité succédant à la réclame fait l'apologie de la consommation comme mode de vie, marqueur de normalité et de statut social. Alors c'est qui manipule qui? Le surconsommateur, c'est lui vraiment le problème? C'est le surproducteur, moi je vous le dis. Ça me semble évident qu'aucun de nous n'a choisi la condition de production d'un bien ou le chemin qu'il a fait ou la manière dont il est enrobé. Ce choix-là est celui de l'industriel, c'est pas le vôtre. Et il consente ces décisions-là, il coince le consommateur dans une offre. Mais il coince aussi l'autre bout de la chaîne. Ils mettent tous les producteurs en concurrence les uns avec les autres et ensuite, le producteur n'a pas le pouvoir de choisir à quel prix va être acheté sa tonne de blé, de lait, d'huile, je ne sais quoi. C'est l'industriel qui fixe ce prix-là. Et c'est ce prix-là qui oblige l'agriculteur à surproduire pour éviter de mettre la clé sous la porte. Très sommairement, si l'agriculteur pouvait vendre sa tonne de blé à 1000 € plutôt qu'à 2 €, tu vois qu'il pourrait se permettre de produire vachement moins. Alors en plus, le système en place organise la délocalisation du prix de manière à ce que ce soit vraiment les marchés qui le fixent. Ainsi, une infime minorité organise et maintient la surproduction d'un côté et de l'autre s'assure de sa surconsommation. Et ils font preuve d'une détermination incroyable pour s'assurer que la machine continue de tourner. Les compagnies aériennes sont surdimensionnées, des investissements ont été faits pour doubler le trafic aérien d'ici à 2050. Mais là, paf, il y a une pandémie, tout s'arrête. Qu'à cela ne tienne, il faut écouler la production, il faut y mettre les moyens et ils y arrivent à chaque fois. J'ai vu que tout récemment, les compagnies aériennes se lancent dans les vols vers nulle part. C'est-à-dire que tu décolles, tu tournes pendant 3 heures au-dessus de ta ville et puis t'atterris. Et ils t'emballent le truc tellement bien que ça cartonne en plus. Donc moi, bêtement, je me dis que le plus malin, c'est pas tant de faire des petits gestes individuels, de s'en vouloir personnellement et de culpabiliser d'autres qui ne sont pas aussi écolos que nous, mais bien d'aller s'en prendre à cette infime minorité et de les forcer à abandonner ce modèle-là ou de le foutre par terre. Mais revenons-en à notre classe dirigeante qui nous parle d'une écologie amiche, incantatoire, triste, déprimante, qui ne sait pas vivre. À croire qu'ils passent leur journée à essayer de disqualifier les vraies mesures pour justifier leur propre demi-mesure. C'est ridicule. Je pense qu'on peut mettre pas mal de temps à les détromper. Et surtout, ça vaut la peine si on s'adresse aux citoyens, ceux qu'ils essaient de convaincre. Parce que clairement, c'est pas de l'ignorance qui les anime. C'est pas qu'ils ne savent pas les conséquences de leurs actions ou de leur inaction en l'occurrence. Et que donc quelques arguments bien sentis sur Twitter pourraient les faire sortir de cette ignorance, les faire changer d'avis. L'ouvrage de Geoffroy de la Gannerie est particulièrement pertinent à ce sujet-là, sortir de notre impuissance politique. Page 37. Lorsque les gouvernements annoncent une mesure, nous avons tendance à nous insurger en disant qu'ils ne se rendent pas compte et à essayer de les confronter aux conséquences de leurs décisions. C'est ce que l'on voit par exemple lorsque des chercheurs essayent de convaincre les gouvernants de l'absurdité économique de mesures prises contre les migrations ou l'accès gratuit aux soins. Mais le conservatisme fonctionne-t-il vraiment à l'ignorance? On peut au contraire se demander si,
Pas toujours certes, mais très fréquemment, les gouvernants ne savent pas pertinemment ce qu'ils font. Ils connaissent le monde, ils connaissent les statistiques, la pénibilité du travail, ils voient des gens dormir dans la rue, mais ils se mentent ou inventent des mystifications pour continuer malgré tout à mettre en place les réformes qu'ils veulent. Lorsque Macron dit qu'il ne veut pas utiliser le mot pénibilité pour parler du travail ou refuse l'existence des violences policières, il est tout à fait conscient qu'il dénie le réel. Il est possible que l'un des principes de reproduction de l'ordre social ne soit pas la méconnaissance, mais la mystification et le mensonge. Pour une grande part, les dominants n'ignorent pas la vérité, ils la dénient quand on la leur présente, mais ils la savent et ils la veulent. Pour combattre le monde social, nous devons nous opposer non pas à l'ignorance, mais au mensonge. Et le grand problème de la gauche contemporaine pourrait alors être résumé ainsi. Pendant 200 ans, le mouvement social et la théorie critique se sont adossés à l'idée que les gens ignoraient le monde, si bien que pour le modifier, il fallait le montrer. C'est la politique de visibilité. Mais si on part du principe que la plupart du temps, au fond, les dominants savent très bien, leur montrer ne sert à rien, ou alors la question devient comment combattre un mensonge? Qu'est-ce qu'une politique face à la dénégation? Et si l'impuissance de la gauche était liée au fait qu'elle a développé une politique de la visibilité dans un monde qui ne fonctionne pas à la méconnaissance, mais au déni? Accepter l'existence du phénomène de la dénégation conduit à rompre avec tout paradigme de la discussion, voire de la confrontation aux gouvernants. Il faut penser l'action politique comme un déploiement de stratégies de substitution, car la seule chose que nous pouvons faire en face d'un menteur qui détient du pouvoir, c'est de l'en priver. Non, ils savent très bien, mais ils ont tout à perdre à le reconnaître. Alors ils mentent. Alors qu'est-ce qu'on fait devant une classe dirigeante qui organise la destruction du monde, qui triche, qui ment, qui cherche même par tous les moyens à nous faire perdre du temps précieux qu'on n'a pas? Pas je vais. Pour commencer, je voudrais suggérer cette idée. Si nous perdons les batailles, si nous sommes faibles et affaiblis, c'est en grande partie parce que nous manquons d'autonomie temporelle et que nous ne cessons de nous situer par rapport à l'État et en fonction des actions de l'État. Depuis plusieurs décennies, la mobilisation politique se limite quasi exclusivement à réagir aux réactions de l'État. Nous nous constituons comme groupe politique par rapport à ce que font les gouvernants et en fonction d'eux. Ce sont ceux qui occupent les positions de pouvoir qui fixent les termes du débat, qui fixent la temporalité, qui fixent les sujets dont nous débattons. Les gouvernants s'imposent à nous et stratégiquement, nous ne sommes plus capables de nous imposer à eux. Nous devons faire attention à ne pas nous situer toujours par rapport à l'État pour au contraire essayer de le surprendre, d'imposer notre propre rythme, de l'attaquer là où il ne s'y attend pas, de faire émerger des thèmes auxquels il ne pense pas. Le mouvement social doit parvenir à instaurer sa propre temporalité politique. Je suis frappé de constater que cette stratégie d'adresse au gouvernement, d'essayer de lui répondre, de participer dans ces instances, c'est une stratégie qu'on est en train d'abandonner au sein du mouvement climat, et ce, quelque part bien malgré nous. En cause, le mur patiemment construit entre la société civile d'un côté et le gouvernement. Un mur qui est à base de silence, de fin de non-recevoir pour les uns, de mensonges, de promesses non tenues pour ceux qui arrivent à être entendus, mais un mur surtout dont nul ne peut nier l'existence aujourd'hui. Si on regarde la séquence politique qu'on vient de vivre et les conséquences politiques, comment est-ce qu'on a réussi ou non à faire bouger le gouvernement, je veux dire, le mur, il est palpable. La démission de Hulot génère des manifestations pour le climat d'ampleur inédite, les gilets jaunes prennent les Champs-Élysées, là-dessus l'affaire du siècle rassemble plus de 2 millions de personnes pour attaquer en justice l'État, les jeunes se mettent en grève, paf, la pandémie met le système à l'arrêt, là-dessus on a des espoirs que les choses repartent pas comme avant, que des leçons soient tirées, mais non, nada, que dalle! On repart de plus belle, les milliards pleuvent pour relancer la croissance, et le gouvernement ne parle même plus de transition, mais de verdissement. Ouais, un petit coup de peinture. Faut que j'arrête avec les accents. Les dernières nouvelles de la Terre nous apprennent que des points de non-retour sont probablement dépassés, et nous, on en est à avoir un accord de Paris sur le climat qui n'est pas suffisant, avoir un plan climat national qui ne respecte pas l'accord de Paris, on a des régions qui n'appliquent pas le plan climat, et des intercommunalités qui font moins que ce qu'exigent les régions. C'est pas une crise qu'on va vivre, c'est une catastrophe. Et tous les espaces de dialogue avec ce gouvernement sont maintenant des marécages pour faire perdre du temps au mouvement social et puis surtout pour en faire gagner aux industriels et au gouvernement. Ah, vous avez un problème, on crée une commission. Allez-y, allez vous enterrer là-dedans, c'est très bien. Ah, les gilets jaunes se mobilisent. Vite, le grand débat.
Tout récemment, même les associations qui ont pour mission d'être en dialogue, en négociation avec l'État, s'en retirent de ces espaces. C'est le cas par exemple pour les associations du réseau Action Climat qui ont considéré que c'était plus possible maintenant que Macron avait effectivement violé sa promesse de ne pas filtrer les mesures de la Convention citoyenne et surtout de ne pas le faire avec des industriels. C'est le cas de la Ligue pour la protection des oiseaux, de France Nature Environnement et des Amis de la Terre qui sont sortis du Conseil national pour la transition écologique parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire et que les régressions écologiques étaient déjà actées. À ce stade de la discussion, je sors ceci. Ça va? Ouais. Tu le fais sur un ton... Bam! Ouais, je croyais que t'allais leur expliquer. Bon, bah en fait, j'ai compris ça, et maintenant... Ouais, non. Je suis posé, mais me faites pas chier. Comment saboter un pipeline? Page 10. Après ces 3 dernières décennies, il ne fait aucun doute que les classes dirigeantes sont foncièrement incapables de répondre à la catastrophe autrement qu'en la précipitant. D'elles-mêmes, par leur propre compulsion interne, elles ne peuvent que continuer à tracer leur chemin de feu jusqu'au bout. Et donc nous sommes là. Nous dressons nos campements de solutions durables, nous faisons tourner nos cantines véganes et tenons nos assemblées. Nous manifestons, nous bloquons, nous montons des pièces de théâtre, nous adressons des listes de revendications à des ministres, nous nous enchaînons aux grilles, nous nous collons au bitume, nous manifestons à nouveau le lendemain. Nous sommes toujours parfaitement, impeccablement pacifiques. Nous sommes plus nombreux, incomparablement plus nombreux. Il y a maintenant un ton de désespoir dans nos voix. Nous parlons d'extinction, d'avenir annulé. Et pourtant, les affaires continuent tout à fait comme avant, business as usual. À quel moment nous déciderons-nous à passer au stade supérieur? Quand conclurons-nous que le temps est venu d'essayer autre chose? Quand commencerons-nous à nous en prendre physiquement aux choses qui consument cette planète, la seule sur laquelle les humains et des millions d'autres espèces peuvent vivre, et à les détruire de nos propres mains? Y a-t-il une bonne raison d'avoir attendu si longtemps? Alors évidemment, je pense que pour moi, la faute à l'absence d'avancée, c'est pas tant si oui ou non on est allé saboter des pipelines, mais c'est vraiment une inégalité de moyens qui est énorme entre un mouvement climat, un mouvement social et la classe dirigeante organisée qui a tous les moyens, qui accumule les richesses à n'en plus savoir quoi faire. Mais il y a aussi que la classe dirigeante s'est organisée de 2 manières sur 2 fronts différents là. Le premier front évidemment, c'est celui des mesures urgentes et exceptionnelles et non démocratiques pour relancer la machine à détruire la planète. Mais l'autre front, tout aussi important, est celui de réduire à néant nos capacités à leur nuire. Et c'est donc ça dont parle ce bouquin. Malm, il veut faire mal au système. Il veut lui rendre l'appareil. Et il explore dans ce bouquin différentes choses parce que les outils qu'on avait avant, eh ben, ils fonctionnent plus maintenant. J'invente rien en disant que la grève était un moyen puissant de faire mal à ce système, de le bloquer au moment où il y avait une véritable identité ouvrière. Mais c'est plus du tout le cas maintenant, chacun est son patron, même les ouvriers se reconnaissent plutôt par classe de métier. Il n'y a plus de corps social uni à même de vraiment arrêter la machine. Les manifestations sont plus massives que jamais et elles ne se soldent par aucune victoire. Ça aussi, c'était pas la même à une autre époque. Et si par malheur, vous voudriez mener des actions qui réaliserait directement ce que vous souhaiteriez voir advenir, comme ce qui est dit dans ce bouquin, mais comme ce qui est aussi fait par Carola Rackete quand elle a affrété un bateau pour aller sauver des migrants en Méditerranée et qu'elle a ensuite forcé le blocus italien pour les déposer dans un port. Bah ça, c'est ce qu'on appelle des actions politiques. Si demain, vous menez des actions politiques, vous êtes quasiment sûr d'être traité comme un criminel. C'est frappant à ce titre de voir que 269 Libération Animale, qui est un collectif dont Geoffroy Laganerie parle comme étant un des plus innovants politiquement, 269 Libération Animale, c'est aussi un des premiers groupes à faire l'objet d'une véritable criminalisation. Il y a une cellule de la gendarmerie nationale qui s'appelle Déméter, qui a été construite explicitement pour les empêcher de s'introduire dans des exploitations animales et de libérer les animaux pour les mettre dans des refuges. Et les militants de cette association prennent du ferme, de la prison ferme. Alors oui, la manif est toujours un droit, ça c'est un mode d'expression qu'on a, mais c'est de l'expression politique, c'est pas de l'action politique, on ne réalise rien, on exprime notre désaccord. Et surtout, c'est un droit jusqu'au moment où elle déborde un peu, jusqu'au moment où elle fait peur, parce qu'à ce moment-là, vous prenez des LBD, les grenades de désencerclement, les gaz lacrymogènes, et là on comprend que en fait la stratégie c'est certes le droit est garanti, mais dans la pratique, t'as peur d'y aller quoi, donc on te retire la possibilité physique d'exercer ton droit. Moi, je vois tout ça comme une manœuvre pour réduire le champ d'expression politique à quasiment rien, des tribunes politiques, des stratégies électorales, ou alors même des posts Facebook, mais même ça, c'est en train d'être censuré, donc bon.
Et c'est ça que dénonce Malm en fait. Ce qu'il dit, c'est que on a été repoussé dans des moyens d'expression politique intégralement pacifiques et qui ne font pas peur et qui ne les menacent pas. Et de l'autre, ce qui devrait être fait, ce qui serait peut-être plus efficace, ou en tout cas qui créerait la réalité qu'on souhaite voir, ça nous fait tout de suite passer pour des criminels. Et ça, encore une fois, je le précise, c'est important de comprendre que ce n'est pas de notre fait. C'est pas parce que c'est criminel, effectivement, et néfaste de sortir des animaux des abattoirs. Non, c'est parce que ça représente une possibilité pour des activistes de passer à l'action. Et c'est ça qu'ils cherchent à interdire en les criminalisant. Et bien malgré nous, j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu dans ce jeu-là, dans le sens où on a envie d'être les bons de l'histoire. On n'a pas envie d'être des criminels, on refuse ces étiquettes-là. On est OK maintenant avec le fait d'être peut-être des personnes qui désobéissent, mais qui désobéissent en tant que citoyens intégrés à visage découvert. C'est assez naturel, on n'a pas envie de vivre une vie en clandestinité. Et de là découle quelque chose d'un peu pervers qui me pose question, qui est l'ambition de mener une lutte parfaite, de répondre justement à leurs arguments, leurs 3 arguments, et d'y répondre de manière idéale, c'est-à-dire mener une lutte qui n'aurait aucun effet pervers, dans lequel tout le monde s'en sortirait vraiment mieux, dans lequel il y aurait une place vraiment pour chacun, et qu'elle ne serait injuste pour personne. Et surtout pas pour Bernard Arnault. Mais je suis pas sûr que cette exigence d'une lutte parfaite, elle vienne vraiment de nous. En fait, je pense qu'elle nous est imposée justement par la classe dirigeante comme un moyen, quelque part, de nous rendre impuissants. Donc si on doit mener une lutte qui ne remette en question aucun privilège, alors même que notre monde, c'est des privilèges qui garantissent sa destruction, c'est la merde. C'est ce que j'appelle l'équation impossible, c'est-à-dire changer le monde, un monde qui repose sur la souffrance et l'injustice pour une immense majorité de la population au bénéfice d'une infime minorité, changer ce monde-là dans lequel tout le monde souffre sans ne générer aucune souffrance, ni même celle de l'infime minorité qui en bénéficie. Et là où c'est encore plus pervers, et les activistes le vivent à chaque fois qu'ils font une action, c'est que lorsque tu vas bloquer une entreprise, une multinationale ou quoi, tu te retrouves face aux personnes qui sont exploitées par cette multinationale, qui reçoivent tout juste de quoi vivre en échange de faire fonctionner cette machine à détruire le monde. Et du coup, la bloquer par nos propres mains, c'est aussi empêcher concrètement ces personnes, qui pourtant sont exploitées, de gagner tout juste ce qu'il leur faut pour vivre. Et je pense qu'en fait, il faut se poser la question, est-ce que c'est possible de changer le monde qui repose sur de la souffrance, de passer à un autre état, de faire cette transition, cette bifurcation, appelez ça comme vous voulez, sans que personne n'en souffre? Alors même que le statu quo actuel, c'est quasiment tout le monde en souffre. Non, moi je pense qu'il faut qu'on assume le conflit, il faut qu'on aille dedans et qu'on dise « ouais, non, ce qu'on va faire, ça ne va pas plaire à tout le monde ». Il va falloir changer la manière dont on habite le monde, dont on consomme, dont on produit, dont on transporte absolument tout. Comme je le disais dans ma vidéo Effondrement, le monde actuel, il est absolument parfait pour les multinationales et la classe dirigeante. Ils l'ont construit. Rien ne saurait être mieux. Donc à partir du moment où on va essayer de bifurquer un tout petit peu, on va tout de suite se prendre cette question-là de « mais attendez, mais vous voulez que des gens en souffrent, des gens comme nous, vous voulez que nous, on puisse plus faire les choses dont on a l'habitude ?» Bah ouais, à ce moment-là, il faut assumer, oui, parce que le statu quo nous tue. Mais alors comment on les déstabilise? Comment on essaye d'avancer? Moi, je suis assez frappé de voir que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on peut leur faire peur, j'ai pas l'impression qu'ils accèdent à nos demandes, quelles qu'elles soient. Je pense qu'en fait, là où il y a une opportunité, c'est lorsqu'ils sont débordés, lorsqu'ils ne maîtrisent plus ni l'agenda, ni la temporalité. Vous avez vu le nombre de conneries qu'ils ont fait lorsque la pandémie leur est tombée sur le coin du nez? Enfin, c'est ce genre de moment où il y a un événement majeur qui les dépasse. C'est là qu'ils font le plus de conneries et où il y a effectivement une possibilité de s'engouffrer dans la brèche. L'enjeu maintenant, c'est effectivement de réussir à faire éruption, de créer notre propre tempo, d'aller imposer nos sujets. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça va être l'année du sabotage, tout le monde en parle. Il y a Hervé Kempf aussi qui a sorti un bouquin de reporter qui dit que crève le capitalisme, dans lequel il nous rappelle que le sabotage, ça vient du mot arrêter en fait, c'est le sabot, le ralentissement. C'est à peu près ce qu'on veut aujourd'hui en l'occurrence. Et il montre l'efficacité du sabotage dans la lutte par exemple contre les OGM dans les années 2000, où c'est effectivement le fauchage de ces plans-là qui a contribué à ce qu'une grande victoire européenne interdise l'implantation des OGM sur toute l'Europe. Mais en fait, ça me donne le goût d'aller creuser des possibilités où il y aurait à la fois des actions concrètes, des actions politiques qui réaliseraient ce qu'on souhaiterait, et de l'autre, une véritable bataille juridique qui serait menée en même temps et limite en partenariat pour acter
ce qu'on souhaite et surtout aussi pour éviter que ceux qui passent à l'action soient traités comme des criminels. Et Kempf de dire que l'idée du sabotage renaît à mesure que la rage à l'égard de l'obstination destructrice du capitalisme grandit. Bon, voilà simplement quelques réflexions que j'ai eues cet été et que j'avais envie de vous transmettre avant de nous lancer vraiment dans l'année, parce que voilà, ces idées-là, elles vont infuser toutes nos vidéos et ça va se traduire par un certain nombre de trucs vraiment cool dont j'ai hâte de vous parler. Je vous en parle très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!